Il ne fait aucun doute que 1941 a été une année cruciale, pleine de développement dans la Seconde Guerre mondiale pour Adolf Hitler et tous ceux qui s'opposaient à lui. Avec la France désormais contrôlée par les Allemands, la Grande-Bretagne avait été laissée pour combattre seule, subissant de plein fouet l'attaque nazie. Malgré toutes les attentes, cependant, ils avaient réussi à résister à la tempête. Et en avril, l'Allemagne avait changé de tactique, recourant au bombardement des ports britanniques plutôt qu'à la cible des villes et des villes de la nation, pour dominer en mer après avoir perdu la bataille de Grande-Bretagne en 1940. En Méditerranée, l'Allemagne a subi un coup dur de la part des Alliés lors de la bataille de Matapan. Mais avec le grand favori d'Hitler, le général Erwin Rommel, commençant sa marche dans le territoire allié en Afrique du Nord, le conflit mondial se propageait. Les forces italiennes sous Mussolini avaient également été entraînées dans la campagne nord-africaine, entravant les Britanniques en Somalie et en Éthiopie. Pour le Premier ministre britannique, Winston Churchill, qui s'était déjà prouvé être un adversaire digne pour Adolf Hitler, obtenir le soutien de l'Amérique était vital. Et bien que le président Roosevelt ait fait tout ce qu'il pouvait, le peuple des États-Unis était toujours farouchement contre entrer dans la guerre pour combattre pour les Alliés. Même ainsi, Adolf Hitler savait qu'il avait une énorme bataille entre les mains avec Churchill de l'autre côté de la Manche, mais comme si cela ne suffisait pas, le Führer allemand était prêt à regarder à l'est vers la Russie. La nation avec laquelle il avait signé un pacte de non-agression avant de se précipiter en Pologne en 1939. Hitler oserait-il revenir sur sa parole et attaquer l'Union soviétique avant de terminer ses plans pour envahir la Grande-Bretagne? Les événements d'avril, mai et juin 1941 allaient répondre à cette question et à bien d'autres encore. Alors que le 1er avril se levait, il y avait une période difficile à venir pour les Alliés en Afrique du Nord. Rommel, qui deviendrait mieux connu sous le nom de renard du désert en raison de ses stratégies de désert rusé, commençait déjà son assaut impitoyable sur les lignes tenues par les Alliés. L'Afrika Korps allemand a rapidement pris le dessus et les troupes britanniques chargées de défendre le territoire se sont repliées. Rommel a été agréablement surpris de la facilité avec laquelle cela s'est produit et a déplacé ses troupes vers Benghazi et le 3 avril a pris la deuxième ville de Libye. Encouragé, Rommel a rapidement mis son regard sur Tobrouk comme prélude à une avancée allemande en Égypte. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient étaient des foyers d'activité pendant cette phase de la Seconde Guerre mondiale, tous les côtés du conflit se battant pour maintenir l'accès aux approvisionnements en pétrole, avec des partisans de l'Axe dans des pays comme l'Irak, donnant aux Alliés un véritable défi. Et pendant que la cause nazie était promue, leurs compatriotes allemands faisèrent de grandes avancées en Europe. D'ici le 6 avril, les forces utilisèrent leur tactique de blitzkrieg incroyablement réussie partout où elles allaient, et les troupes alliées stationnées en Grèce ont été rapidement vaincues. Encore une fois, les Alliés ont été forcés de se replier et la domination d'Hitler augmentait chaque jour. Les premières semaines d'avril 1941 étaient, du point de vue de la stratégie militaire, fascinantes. Alors que Hitler accélérait ses plans pour envahir la Russie, c'était Winston Churchill qui dirigeait Sir Stafford Cripps, l'ambassadeur britannique à Moscou, pour délivrer un message à Joseph Staline avertissant d'une possible attaque allemande. We've got to try and help the Russians in every way that we can to make ready to meet the spring offensive of Hitler. Quelques semaines plus tard, Churchill avertissait Staline en personne des plans d'Hitler basés sur des rapports de renseignement ultra. Mais à ce stade, le leader russe se préparait déjà, faisant appel à des troupes supplémentaires pour défendre les frontières de la nation, tout en apportant des renforts pour protéger Moscou. Et pendant que Churchill et Staline étaient pleinement occupés, Hitler a rapidement conclu un pacte avec les Japonais
promettant que s'ils se trouvaient en conflit avec les États-Unis, quelque chose qui semblait de plus en plus probable, alors l'Allemagne se joindrait à eux pour déclarer la guerre à l'Amérique. Les Soviétiques ont signé un traité similaire avec la Yougoslavie en cas d'attaque allemande, tandis que pour compliquer encore les choses, le Japon et l'Union soviétique ont signé un pacte de non-agression de 5 ans. Avec autant de manœuvres tactiques en cours et de changements d'allégeance, il était difficile pour quiconque de prédire ce qui allait se passer ensuite. Mais pour ceux qui étaient ciblés par Adolf Hitler, la menace la plus imminente était tout ce qu'ils avaient le temps de s'inquiéter. En Irlande du Nord, Belfast a subi une attaque allemande brutale avec la Luftwaffe déchaînant la terreur depuis les cieux. Ironiquement, Belfast a été touché par l'un des raids aériens les plus dévastateurs de la guerre le dimanche de Pâques 15 avril, ce qui aurait dû être un jour de paix et de célébration. Plus de 200 avions allemands ont mitraillé la ville, et grâce à une combinaison de bombes explosives standards et incendiaires, on fait 900 morts et blessé plus de 1500 autres. Pour les Allemands, les pertes étaient légères car aucun canon anti-aérien n'a été tiré parce que l'on croyait que des chasseurs de la RAF étaient dans la région. Bien qu'il n'ait jamais été réellement déployé. Et pendant tout ce temps en Afrique, Rommel continuait de progresser rapidement. Mais malgré ses gains, il a arrêté ses troupes au fort de Tobrouk, qui était destiné à devenir un champ de bataille pour de nombreux engagements militaires dans les mois à venir. Entre le 13 et le 15 avril, il semblait que les nazis étaient en passe de remporter une autre victoire facile alors que ces chars avançaient rapidement dans la ville. Mais ces chars sont devenus piégés alors que les Alliés ont tiré le meilleur parti de la situation, marquant le début d'un siège dont l'issue n'allait jamais être une conclusion préétablie. Les Allemands étaient également très actifs juste de l'autre côté de la Méditerranée, alors que Hitler prévoyait d'attaquer l'île de Crète, qui serait baptisée Opération Mercure. Cela consoliderait sa position ayant déjà attaqué le continent grec et nierait aux Britanniques une base pratique sur l'île. Car d'ici le 24 avril, la Grèce s'était entièrement rendue aux nazis, et la décision d'Hitler de cibler la Crète était une prochaine étape logique, et les manœuvres politiques continuaient. Roosevelt a proposé de transférer une partie de la flotte américaine dans l'océan Atlantique et Winston Churchill était heureux de soutenir le mouvement. Bien que les Américains n'aient pas encore rejoint pleinement les Alliés dans l'effort de guerre, leur contribution en soutien depuis les coulisses était inestimable. Il était maintenant presque impossible pour les Alliés de prévoir le prochain mouvement d'Hitler, et naturellement pour Winston Churchill, il y avait toujours de graves préoccupations qu'une invasion nazie à grande échelle de la Grande-Bretagne était en route. En fait, certains ont suggéré que les troupes britanniques abandonnent le combat au Moyen-Orient et reviennent protéger leur patrie. Mais Churchill était opposé à cette idée, et il a dû être réconforté par la nouvelle de la capitulation des Italiens en Afrique de l'Est, ce qui a permis à Haïlé Sélassié de retourner à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, et de reconquérir son trône. Le vent tournait lentement mais sûrement dans de nombreuses directions différentes et, à mesure que le mois de mai 1941 avançait, d'étonnantes surprises nous réservaient. L'un des événements les plus incroyables s'est produit le 10 mai lorsque le commandant en second d'Hitler, Rudolf Hess, a été découvert avec une cheville cassée dans un champ écossais. Il est intéressant de noter que malgré sa longue et loyale dévotion à Hitler, Hess avait souvent été négligé alors que les éloges étaient prodigués à ses rivaux les plus bruyants pour attirer l'attention du Führer, Hermann Göring et Joseph Goebbels. Bien qu'il existe toutes sortes de théories du complot,
On pense généralement que le mécontentement à l'égard du leadership hitlérien a poussé Hess à entreprendre une mission en solo, se rendant en Grande-Bretagne pour négocier une conclusion pacifique des hostilités avec Winston Churchill. À cette époque, il y avait une résistance allemande croissante, travaillant déjà à l'assassinat d'Adolf Hitler, donc Hess n'aurait en aucun cas été le seul à penser que les jours du Führer étaient comptés. Lorsque la nouvelle parvint à Hitler que l'avion de Hess avait décollé, des pilotes de chasse furent dépêchés pour l'empêcher d'atteindre sa destination. Hess a réussi à atteindre l'Écosse avant de devoir sauter en parachute, c'est ainsi qu'il s'est cassé la cheville. Pour Hess, la guerre était terminée après avoir été retenu prisonnier par les Britanniques jusqu'au procès de Nuremberg et il fut finalement envoyé à la prison de Spandau à Berlin où il resta jusqu'à sa mort en 1987. Mais pour la Luftwaffe, la journée du 10 mai s'est avérée très chargée car après, Hess a effectué son atterrissage d'urgence en Écosse. Au total, 515 bombardiers ont attaqué Londres, frappant directement plusieurs des grands monuments de la ville, notamment le British Museum, le Parlement et le Palais St. James. Le nombre de victimes a atteint des proportions stupéfiantes, ce qui en fait le bilan le plus élevé pour un seul raid tout au long de la guerre, faisant 1364 morts, tandis que plus de 1600 ont été blessés. L'une des raisons du grand nombre de victimes était le manque d'abris anti-aériens pour une grande partie de la population de la ville. Des abris publics anti-aériens étaient disponibles, même si le gouvernement hésitait à en fournir un trop grand nombre au cas où les gens deviendraient trop dépendants de l'aide gouvernementale. Par conséquent, les familles ont été encouragées, grâce à la fourniture de matériaux subventionnés, à construire leurs propres abris, laissant ceux qui ne pouvaient pas prendre leurs propres dispositions utiliser les stations de métro de Londres comme refuge pendant les raids. Même si les pertes subies par les habitants de Londres cette nuit fatidique furent sans aucun doute dévastatrices, elles furent néanmoins quelque peu consolantes. Les défenses aériennes britanniques s'étaient considérablement améliorées et les Allemands n'allaient certainement pas pouvoir continuer à infliger de tels dégâts sans en payer le prix. À ce stade du conflit, le nombre moyen de victimes des avions de combat nazis par raid était passé de 28 seulement en janvier 1941 à 128 à la mi-mai. Malgré cela, de grandes améliorations technologiques ont été apportées aux Britanniques, tant au sol que dans les airs. Le radar a permis aux équipes au sol d'être prêtes bien avant le début des raids. Et grâce aux radars aéroportés installés sur certains avions britanniques, les pilotes de la RAF ont pu engager avec succès l'ennemi, en particulier la nuit, lorsque la visibilité était sévèrement réduite. Contrairement à Belfast, Londres disposait également d'un important contingent de batteries anti-aériennes, ce qui permettait une cadence de tir constante contre la Luftwaffe, ce qui contribua certainement énormément à réduire l'efficacité de l'armée de l'air allemande. Les attaques aériennes d'Hitler contre ses ennemis, utilisant une série de bombes incendiaires pour paralyser l'industrie et détruire les logements, tout en brisant le moral du peuple, lui ont valu un grand succès. Mais les Londoniens étaient d'une constitution plus austère. Malheureusement, à Belfast, le bombardement d'une importante usine d'adduction d'eau a rendu la pression insuffisante pour combattre les incendies. Mais Londres n'a pas connu de telles difficultés et les équipes ont travaillé sans relâche pour empêcher les incendies de se propager. Alors que de nombreux membres des services d'urgence se battaient désormais pour leur pays, des volontaires ont pris leur place et les membres de la Home Guard ont réellement joué un rôle crucial pour empêcher Londres de brûler.
Et il y avait beaucoup de travail à faire, alors en plus des pompiers et des secouristes, ces courageux volontaires ont également assumé des tâches telles que courir pour les éclaireurs, chargés de guider les camions de pompiers et les ambulances dans les pires situations, les flammes et les décombres, pour accéder aux blessés. Après ce raid sur Londres, une nouvelle vague de bombardiers de la Luftwaffe a frappé Birmingham 6 jours plus tard et a heureusement fait beaucoup moins de dégâts. Tout au long du Blitz, les villes britanniques et leurs habitants ont subi certaines des attaques les plus destructrices de tous les conflits à ce jour. Cependant, il n'était pas le seul pays à être attaqué de cette manière pendant la Seconde Guerre mondiale. Et, à mesure que la guerre tournait davantage en faveur des Alliés, les bombardiers britanniques et américains cibleraient-ils les villes allemandes avec des conséquences tout aussi épouvantables. Les bombardements aériens furent l'un des actes de guerre les plus dévastateurs utilisés tout au long du conflit entre les Alliés et les puissances de l'Axe. Alors que le bombardement tactique des troupes était l'objectif principal des forces aériennes, avant la Seconde Guerre mondiale, ces raids terroristes plus stratégiques devenaient rapidement à l'ordre du jour. Se concentrer sur la destruction de l'industrie et paralyser l'économie d'un pays était une considération majeure, tandis que terrifier les civils et briser leur morale était un autre objectif majeur. Pour que les Britanniques maintiennent un moral élevé, tout ce que les bombardiers allemands leur lançaient était d'une importance vitale, et Winston Churchill était sans aucun doute passé maître dans l'art de remonter le moral de la nation. Partout où il visitait des villes bombardées, les gens venaient l'acclamer, et Churchill était capable de faire sentir même à ceux qui avaient tout perdu que leur sacrifice n'avait pas été vain. En examinant de plus près ce qui s'est passé à Plymouth, on se rend compte à quel point les tactiques de raids aériens d'Hitler étaient mortelles et efficaces. Pendant les raids incessants sur la ville, même les abris anti-aériens n'étaient pas une garantie de sécurité, et lorsqu'un abri communautaire a été directement touché, 72 personnes ont été tuées alors que des familles entières étaient anéanties. Sans surprise, au début du mois de mai, des plans ont été mis en place pour évacuer les enfants de la ville et ils ont été envoyés à la sécurité relative du nord de la Cornouaille le 3 mai, le lendemain de la visite de Churchill. Les braves gens de Plymouth avaient subi le poids effrayant d'une attaque soutenue de la Luftwaffe. Mais comme le reste du grand public britannique, ils ont refusé d'être intimidés. Lorsqu'une directrice d'école locale a cloué un panneau en bois sur la porte d'une église gravement endommagée, simplement en disant « Resurgam », elle a résumé l'humeur de Plymouth, le mot latin se traduisant littéralement par « Je me lèverai à nouveau ». Et alors que Churchill traversait les décombres de Plymouth, sa détermination à tenir bon contre Hitler devait avoir été renforcée alors qu'il encourageait les survivants, leur assurant que Plymouth, comme toute la nation, se lèverait effectivement à nouveau. Mais avec des villes britanniques comme Londres, Belfast et Plymouth, pour n'en nommer que quelques-unes, subissant de tels bombardements massifs, une contre-attaque contre les Allemands était inévitable. Tout au long du mois d'avril et du début du mois de mai, Hambourg et Berlin ont été frappés à plusieurs reprises par les bombardiers de la RAF, bien qu'ils n'aient pas pu infliger le genre de dommages que la Luftwaffe avait causé aux villes britanniques. Néanmoins, tout comme Hitler avait essayé de briser l'esprit britannique à travers le Blitz, la RAF a certainement entamé le moral allemand, même si les raids de bombardement ont fait relativement peu de dégâts. Du
point de vue britannique, lorsque le chef d'état-major de l'air, Sir Charles Portal, a déclaré que si vous pouviez faire sortir 4 millions de personnes de leur lit et les mettre à l'abri, cela en valait la peine, il a résumé l'objectif de la mission, compte tenu des ressources limitées disponibles pour la RAF à cette époque. Être capable de bombarder des villes aussi éloignées que Berlin était en fait un nouveau concept pour la RAF, car jusqu'à ce point de l'histoire, leurs avions n'avaient tout simplement pas ce genre de portée sans avoir besoin de ravitailler. Cependant, grâce au développement de bombardiers à plus longue portée, cela était devenu une possibilité depuis le début de 1940, bien que sans aucun doute, ces raids aient poussé la RAF à la limite de leur technologie. Par conséquent, ces attaques sur les villes allemandes devaient être menées pendant les mois d'été, lorsque les heures de lumière étaient plus longues, mais cela rendait les avions alliés beaucoup plus susceptibles d'être repérés par les défenses ennemies. Ce ne serait qu'en 1942 que la RAF aurait les ressources pour bombarder efficacement les villes allemandes, et encore plus longtemps avant qu'ils ne les mettent pleinement en œuvre. Pendant ce temps, en Afrique du Nord, le siège de Tobrouk se poursuivait, mais le chef du commandement du Moyen-Orient britannique, le général Archibald Wavell, a vu une fenêtre d'opportunité inattendue. Avec autant de troupes de l'Axe engagées dans le siège, il y avait un front défensif faible entre l'Égypte et la Libye, et prompt à prendre l'initiative, Wavell a instigé l'opération Brevity le 15 mai. L'objectif principal serait d'acquérir ce territoire, de repousser Rommel et les Allemands de la frontière égypto-libyenne, puis de lancer une offensive sur Tobrouk. La première partie de l'offensive consistait à prendre le col de Halfaya, contrôlé par les Italiens, qui était un lieu stratégique important pour les forces alliées et de l'Axe. Le matin du 15, malgré une forte opposition italienne, les Alliés ont pris le col stratégiquement vital et en jetant les commandants de l'Axe dans un état de confusion, ont pris l'avantage. Cependant, alors que les Alliés progressaient, les Allemands ont rapidement versé des renforts dans la zone de combat sans perdre leur emprise sur Tobrouk. Les engagements ont été durement combattus dans des conditions difficiles et le nombre de victimes alliées a commencé à augmenter de façon spectaculaire. Avec Rommel ayant été si réussi dans les mois précédents, les renforts alliés seraient très difficiles à obtenir. Et plutôt que de subir d'autres pertes, l'opération Brevity a été arrêtée. En se repliant sur le col de Halfaya, les Alliés ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour tenir cette position stratégique. Mais pour Rommel, l'opération Brevity l'avait alerté sur l'importance de ce col. Il donnait à celui qui le détenait une route d'approvisionnement sûre à travers la région et les Alliés n'ont pas pu le tenir longtemps car les Allemands ont lancé l'opération Scorpion pour le reprendre le 27 mai, annulant en effet tous les gains territoriaux qui avaient été réalisés grâce à l'opération Brevity. Alors que la conquête de l'Afrique avait toujours été une très grande partie du plan maître nazi, Hitler avait toujours su que neutraliser la menace posée par la marine britannique était d'une importance égale. Le principal objectif de la bataille d'Angleterre en 1940 avait été de détruire les avions de chasse de la RAF pour les empêcher de venir en aide aux navires de guerre britanniques lorsque l'Allemagne serait prête pour une invasion à grande échelle. En fait,
Hitler avait commencé à construire des navires de guerre pour rivaliser avec ceux de la marine britannique dès le début des années 30, et lorsque la fierté de la marine allemande, le Bismarck, a été envoyé le 19 mai 1941, c'était la première sortie opérationnelle du navire. La mission du Bismarck avait été d'intercepter et de détruire les convois alliés en transit entre l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne. Avec la présence des sous-marins allemands, les navires alliés couraient de terribles risques, d'autant plus que les services de renseignement britanniques étaient incapables de suivre les positions de l'ennemi. Cependant, le 9 mai, il y avait une lueur d'espoir. Car lorsque les forces alliées ont embarqué sur un sous-marin allemand capturé, elles ont pu récupérer une machine à chiffrer Enigma et les codebooks allemands. Une fois entre les mains des services de renseignement britanniques, avec les codebreakers à Bletchley Park au cœur de la campagne anglaise, les perspectives des Alliés dans l'Atlantique se sont considérablement améliorées car les transmissions radio codées allemandes ont été déchiffrées, donnant aux navires britanniques et américains un certain avertissement de l'endroit où l'ennemi les attendait. Alors que le Bismarck, accompagné du Prinz Eugen, un croiseur lourd allemand, tentait de s'échapper dans l'Atlantique, ils ont été repérés par la Royal Navy britannique et la bataille du détroit du Danemark a commencé. La principale victime de l'engagement a été le navire amiral de la Home Fleet britannique, le HMS Hood, et lorsque la nouvelle est parvenue à Winston Churchill à Londres, il a exigé avec colère que le navire allemand responsable, le Bismarck, soit traqué et coulé. Deux jours plus tard, alors que le Bismarck se dirigeait vers la sécurité, des avions du HMS Ark Royal ont attaqué le navire ennemi et l'engin endommagé est devenu une cible facile. Le 27 mai, elle a finalement été coulée et enfin le peuple britannique, encore sous le choc des effets du Blitz, avait quelque chose à célébrer. La capture de la machine Enigma allemande et le déchiffrage ultérieur des derniers codes ennemis se sont avérés très bénéfiques pour la marine alliée, mais les implications étaient bien plus larges. Lorsque les plans d'Adolf Hitler pour l'opération Mercure, l'invasion de la Crète, ont été mis en action, grâce à Ultra, le codage Enigma déchiffré, les Alliés étaient déjà conscients qu'une attaque était imminente. Avec l'aide de la population civile de l'île, les Alliés ont combattu avec acharnement pour résister à l'invasion aérienne allemande et ils ont infligé de lourdes pertes aux parachutistes nazis. En fait, à la fin du premier jour, le 20 mai, il semblait que les Alliés avaient le dessus. Mais la bataille était loin d'être terminée et en raison d'une mauvaise communication, les Allemands ont réussi à prendre l'aérodrome de Malem à l'ouest de l'île, ce qui signifiait que des renforts pouvaient être acheminés par avion, submergeant les Alliés. Après 10 jours, les Allemands ont été victorieux et le général Wavell n'a eu d'autre choix que d'autoriser l'évacuation alliée de la Crète, laissant l'île sous contrôle nazi. Cependant, bien qu'Hitler ait décidé qu'il n'y aurait plus d'opérations aéroportées à grande échelle, en raison des lourdes pertes allemandes au début de la bataille de Crète, les Alliés ont été très impressionnés et ont commencé à envisager l'utilisation de parachutistes à l'avenir en construisant leur propre division aéroportée. Alors que tous les regards étaient de tourner vers la guerre en Europe, la tension montait également en Extrême-Orient.
Lorsque la guerre a été déclarée en 1939, les Japonais étaient déjà en guerre avec la Chine depuis 1937 dans la deuxième guerre sino-japonaise et les conséquences ont été très importantes. Partout où l'armée impériale japonaise a déclenché un conflit, le personnel militaire et les civils ont dû faire face au régime le plus brutal. Quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique avait imposé des sanctions au Japon après leur bombardement terroriste de la ville chinoise de Chongqing en mai 1939, lorsque plus de 5000 civils ont été tués en seulement 2 jours. Un embargo a été imposé sur l'exportation de pièces de moteurs d'avions vers le Japon depuis l'Amérique et au fur et à mesure que le temps passait et que les Japonais ne montraient aucun signe de vouloir arrêter leur quête implacable pour dominer l'Extrême-Orient, d'autres sanctions étaient destinées à suivre. Des nouvelles d'une attaque antérieure des Japonais sur la ville de Nanjing, où les atrocités les plus épouvantables ont été commises contre une population civile, ont également atteint l'Ouest et en plus d'imposer des sanctions contre les Japonais, le président Roosevelt a également fourni de l'aide à la Chine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chongqing a subi de nombreuses attaques japonaises et alors que l'Allemagne et la Russie se préparaient à une bataille acharnée, les Japonais ont de nouveau bombardé la ville. Le 5 juin, une population civile largement sans défense a été prise pour cible alors que l'armée de l'air de l'Empire du Japon a effectué plus de 26 sorties au-dessus de la ville, bombardant continuellement pendant plus de 3 heures. Le nombre réel de victimes n'a pas été enregistré. Mais environ 4000 habitants ont été asphyxiés après l'effondrement d'un tunnel dans lequel ils se cachaient, les piégeant sous terre. Pour le peuple de Chine, comme pour celui de toute nation conquise par les Japonais, ce furent des temps véritablement terribles, avec la politique des 3 tous du Japon, tuer tous, brûler tous, piller tous, aucun quartier n'était jamais donné. Et pour les Américains encore en marge du conflit, les alarmes concernant le comportement barbare du Japon sonnaient maintenant fort et clair. Mais pour l'instant, la puissante USA devait se contenter de sanctions toujours plus importantes et d'un embargo sur le commerce avec le Japon. Le pétrole allait bientôt devenir un problème majeur alors que les Américains se préparaient à cesser de fournir les Japonais, qui bien sûr n'avaient pas de ressources naturelles propres. Ils avaient désespérément besoin du pétrole américain pour maintenir en marche les rouages de leurs machines militaires, ce dont le président Roosevelt était conscient. Cependant, acculer les Japonais dans un coin aurait des conséquences qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors que le Japon restait une présence menaçante à l'Est, Roosevelt était également préoccupé par les développements de la guerre européenne à l'Ouest. Le peuple américain avait été farouchement opposé à l'entrée en guerre contre l'Allemagne nazie, mais alors que les Britanniques continuaient à lutter à travers les raids de bombes et le Blitz, l'opinion publique concernant la guerre en Europe avait commencé à se radoucir un peu. Les émissions de radio quotidiennes donnaient aux Américains l'occasion de suivre leurs progrès dans les moindres détails. Les rapports étaient souvent menés au niveau de la rue alors que les Londoniens se précipitaient vers leurs abris anti-bombes et tandis que la détermination britannique restait aussi ferme que jamais, le peuple américain commençait à éprouver un profond respect pour la nation assiégée. La bataille d'Angleterre, qui avait eu lieu pendant l'été 1940, avait également été une source d'inspiration pour de nombreux Américains, car la bravoure de la RAF avait captivé l'imagination du public. Des centaines de citoyens américains avaient commencé à se porter volontaires pour le service dans la RAF, espérant jouer leur rôle dans la tentative d'arrêter Hitler dans sa course et de s'assurer que le nazisme ne devienne pas une force dominante dans le monde.
Même des acteurs célèbres se sont inscrits pour faire leur part, avec James Stewart qui s'est inscrit pour le service dans l'US Air Force au début de 1941 et Clark Gable un an plus tard. Bientôt, le soutien aux Britanniques a augmenté au point où un système « toute aide sauf la guerre » a été mis en place, fournissant un soutien très nécessaire aux Alliés. Plus tôt en 1941, Churchill avait appelé Roosevelt à l'aide, implorant que le président des États-Unis nous donne les outils et nous finirons le travail, et en mars, le Congrès avait adopté la loi Lend-Lease. Des navires de guerre américains ont également été envoyés pour escorter les navires marchands alliés traversant l'océan Atlantique afin que les fournitures nécessaires puissent atteindre le continent britannique, tandis que les sous-marins nazis continuaient à rôder dans les mers. Le soutien à la guerre européenne a été encore plus étendu lorsque des mesures ont été prises pour geler les finances allemandes et italiennes. Alors que les nazis avaient traversé les nations et les villes d'Europe, ils avaient saisi de l'or dans de nombreuses banques et, plus effrayant encore, ils avaient même confisqué de l'argent et des biens aux victimes des camps de concentration et à d'autres civils. Une grande partie de ce qu'ils avaient volé était maintenant stocké aux États-Unis et constituait une part importante de leur financement de guerre. Lorsque tous les actifs détenus par les Allemands et les Italiens aux États-Unis ont été gelés le 14 juin, cela a porté un coup majeur aux nazis alors que les tensions à l'échelle mondiale continuèrent de monter. Néanmoins, alors que le président américain faisait tout ce qu'il pouvait pour aider la Grande-Bretagne et les Alliés, beaucoup de ses compatriotes étaient fermement opposés aux démarches de Roosevelt pour aider la guerre européenne. Des personnalités publiques, comme Charles Lindbergh, le célèbre aviateur américain, pensèrent que la guerre avec Hitler était une affaire européenne et que le véritable ennemi des États-Unis était la Russie communiste. Il croyait que l'envoi de toute force importante à l'aide des Britanniques laisserait l'Amérique ouverte aux attaques de l'Union soviétique, ce qui, selon lui, entraînerait la destruction de la civilisation occidentale. Mais Lindbergh n'aurait pas pu être plus loin de la réalité. Car alors que la Grande-Bretagne se préparait à l'invasion promise par Hitler sur les talons du bombardement aérien de la Luftwaffe, l'Union soviétique allait devenir la prochaine victime du plan de domination mondiale d'Adolf Hitler. Malgré le pacte de non-agression signé entre l'Union soviétique et l'Allemagne en août 1939 et leur invasion conjointe de la Pologne, Hitler avait toujours une campagne orientale à l'ordre du jour. Sa perception de l'Union soviétique était celle d'une nation peuplée de Slaves ethniques, dirigée par des maîtres bolcheviques juifs. Déjà au milieu des années 1920, le livre de Hitler, Mein Kampf, présentait sa vision de l'ordre mondial et même à ses premiers jours de son ascension au pouvoir, il avait déclaré que le destin de l'Allemagne était de se tourner vers l'Est, comme elle l'avait fait 600 ans plus tôt. Par conséquent, sous la direction de Hitler, les nazis ont fait une priorité de tuer, déporter ou asservir les populations russes et autres slaves pour repeupler leurs terres natales avec des peuples germaniques de pure souche. Cependant, aussi forte que soit la haine de Hitler pour les Juifs et les bolcheviks, d'autres forces motrices ont motivé son désir persistant de conquérir des nations à l'est de l'Allemagne ainsi qu'à l'ouest. Hitler a sans aucun doute reconnu l'énorme richesse de l'Union soviétique, une terre riche en ressources précieuses qu'il était convaincu pourrait servir d'équivalent à l'Inde pour les Britanniques pour le Troisième Reich. Ainsi, alors que Staline continuait à renforcer son armée rouge avec les mêmes matériaux que l'Allemagne convoitait pour son effort de guerre, l'urgence d'une attaque sur le front de l'Est commençait à se faire sentir.
Le fait que Staline avait le contrôle de matériaux vitaux pour la machine de guerre nazie était loin d'être idéal pour Hitler, et lorsque le ministre des Affaires étrangères soviétique Molotov a visité Berlin en novembre 1940, l'inquiétude du Führer à propos du pouvoir russe a augmenté. Avec l'Union soviétique dans une position économique aussi forte, Hitler a réalisé qu'il pourrait être contraint de se plier à toutes les demandes que Staline choisirait de faire, et il était déterminé à ne pas perdre un instant dans sa préparation pour une campagne orientale. Le 18 décembre 1940, Hitler avait ordonné la directive du Führer numéro 21 et dès la déclaration d'ouverture, il était évident qu'il était sérieux. Les forces armées de l'Allemagne doivent être prêtes, même avant la fin de la guerre avec l'Angleterre, à vaincre la Russie soviétique en une seule campagne rapide. La campagne devait être nommée Opération Barbarossa en l'honneur du roi allemand médiéval et empereur romain sacré. Et même Hitler a dû reconnaître que ce serait une lutte monumentale entre deux visions du monde opposées. Pour que la campagne soit couronnée de succès, Hitler savait que le timing était essentiel. Il faudrait des tactiques de blitzkrieg alors plus rapides, car non seulement l'armée rouge serait extrêmement dangereuse une fois qu'elle commencerait à riposter, mais aussi si la Russie n'avait pas été conquise avant l'arrivée de l'hiver, le froid glacial deviendrait un facteur majeur. Sur leur territoire, dans des conditions extrêmes, l'armée rouge aurait l'avantage. Des avions de reconnaissance allemands ont été rapidement déployés pour survoler le vaste territoire soviétique afin de recueillir des renseignements. Et pendant que les généraux nazis étaient occupés à formuler des plans de bataille, les troupes de Hitler commençaient à se rassembler en Pologne. Comme mentionné précédemment, le Premier ministre britannique, Winston Churchill, avait tenté par divers moyens d'avertir Staline de l'attaque imminente, mais tout comme Churchill ne faisait pas confiance à Staline, le dirigeant russe ressentait la même chose à l'égard de son homologue britannique. De plus, bien sûr, Staline était conscient de la dépendance de l'Allemagne envers les ressources russes et ne croyait donc pas possible que Hitler prenne une telle mesure imprudente. Et pendant tout ce temps, lui et ses généraux avaient convenu d'une stratégie pour l'avancée audacieuse. 3 groupes d'armées distincts attaqueraient le long de ce qui était d'anciennes routes d'invasion historiques, car les Allemands n'étaient pas les premiers à avoir eu l'ambition de conquérir la Russie. L'empereur Napoléon avait tenté une telle invasion en 1812, et bien qu'il ait atteint Moscou, au final la force des Russes, combinée à l'hiver rigoureux, avait abouti à une défaite humiliante. Pourtant, Hitler croyait qu'il pourrait triompher là où Napoléon avait échoué. Le groupe d'armées nord des Allemands a reçu pour mission de marcher à travers les États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie et de progresser vers le nord de la Russie avec pour objectif de prendre ou de détruire la ville de Leningrad. Le groupe d'armées centre de Hitler se verrait confier la tâche d'avancer vers Smolensk puis Moscou, en passant par la région qui est aujourd'hui connue sous le nom de Biélorussie. En attendant, le groupe d'armées sud devait frapper le cœur densément peuplé et agricole de l'Ukraine, prendre Kiev avant de continuer vers l'est, jusqu'à la rivière Volga et la région riche en pétrole du Caucase. Et pendant tout ce temps, alors que mai 1941 progressait vers sa conclusion, il était évident que le bombardement de la Grande-Bretagne pour la soumettre avec le Blitz ne fonctionnait pas. Une occupation allemande de la nation insulaire était pour le moment au moins peu probable. Et Adolf Hitler cherchait des moyens alternatifs de faire plier Winston Churchill et le peuple de Grande-Bretagne.
Aussi bizarre que cela puisse paraître maintenant, les plans de Hitler pour attaquer la Russie ont été finalisés avec lui, croyant que si l'Allemagne démontrait sa puissance en battant l'armée rouge de Staline, les Britanniques seraient intimidés et capituleraient pacifiquement à toutes les demandes que le Führer pourrait faire. Cependant, en réalité, attaquer la Russie devait permettre à la Grande-Bretagne de respirer un peu alors que les ressources étaient réorientées vers l'Est. Malgré la conviction déterminée de Staline que Hitler n'allait pas attaquer l'Union soviétique, les preuves suggéraient rapidement que le dirigeant russe était naïf. Alors que ses commandants, y compris le très compétent maréchal Zhukov, l'ont exhorté à agir, Staline a finalement cédé à leur demande de renfort et a commencé à déplacer des divisions de l'armée rouge en préparation. De plus, vers la fin du mois de mai, Staline a appelé 800 000 forces de réserve, mais il persistait à croire que Hitler n'attaquerait pas. Tout cela était à l'avantage des Allemands pendant les premières semaines de juin 1941, et même lorsque l'ambassadeur allemand à Moscou a informé le chef des affaires internationales soviétiques que Hitler avait l'intention de faire la guerre à la Russie le 22 juin, Staline a rejeté le rapport comme de la désinformation. Quelques jours plus tard, Hitler a émis d'autres directives, se préparant à une attaque contre les soviétiques. L'industrie de l'armement allemande devait se concentrer sur la marine et l'armée de l'air en Méditerranée et en Asie occidentale, où les troupes nazies devaient continuer à se battre en Égypte et en Turquie, tandis que des plans étaient mis en place pour capturer Gibraltar. Hitler a également reçu de bonnes nouvelles d'Afrique du Nord, car lorsque les Britanniques ont lancé l'opération Battle Axe pour tenter de lever le siège de Tobrouk, elle n'a duré que 3 jours, entre le 15 et le 17 juin, et a échoué lamentablement. Avec la confiance de Hitler en ascension, un traité de non-agression a été signé avec la Turquie, alors que ses préparatifs finaux pour l'opération Barbarossa étaient mis en place. Cependant, ce n'est pas seulement dans le théâtre européen de la guerre que la pression montait. Roosevelt et le gouvernement américain avaient à ce moment-là suspendu les exportations de pétrole vers le Japon depuis les ports de la côte Est et du Golfe, une action qui laisserait la machine militaire japonaise dans une position précaire, sans approvisionnement en carburant viable sur lequel se replier. Mais les conséquences des sanctions américaines étaient encore à des mois de distance, et Staline et les Russes étaient sur le point de recevoir le choc de leur vie. Aux premières heures du dimanche 22 juin, comme les Russes en avaient été prévenus auparavant, l'opération Barbarossa a commencé par le bombardement des principales villes soviétiques par la Luftwaffe. Sur le terrain, quelques 3 millions de soldats allemands sont entrés en action avec l'élément de surprise, très certainement de leur côté. Lorsque la nouvelle de l'invasion est parvenue à Staline, il a manifestement eu beaucoup de mal à croire ce qui se passait, malgré les 90 avertissements distincts qu'il avait reçus des intentions de Hitler depuis juillet 1940. En fait, lorsque le maréchal Zhukov a téléphoné pour parler directement à Staline, le dirigeant russe a été, selon tous les comptes, complètement silencieux. Zhukov a demandé « Avez-vous compris ce que j'ai dit, camarade Staline ?» Et quand il est apparu qu'il ne l'avait pas fait, Zhukov a dû répéter l'information encore une fois. Consolidant leur position, la Luftwaffe a également effectué une reconnaissance extensive, surveillant la réponse soviétique et ayant détruit près de 4000 avions russes dans les 3 premiers jours, a pu soutenir les troupes allemandes se déplaçant à une vitesse dévastatrice sur le terrain. Le ministre soviétique de la Défense, le maréchal Timochenko, a rapidement appelé à ce que des hommes, des chevaux et des véhicules soient fournis pour l'effort de guerre, tout en dirigeant ce qui restait de l'armée de l'air soviétique pour cibler les avions allemands. Il est intéressant de noter que Winston Churchill a répondu par une émission de radio en soirée le jour de l'invasion, offrant de l'aide aux Russes qui se battaient pour leur patrie.
Cependant, dans les jours qui ont suivi, la réponse américaine a peut-être été moins sympathique, mais si l'on en croit les pensées du futur président américain Harry S. Truman, qui a remarqué que c'était une très bonne chose pour l'Allemagne et la Russie d'être en guerre et qu'il espérait sincèrement qu'ils se détruiraient mutuellement. Alors que les implications militaires de l'attaque de l'Allemagne contre la Russie se déroulaient à travers les vastes étendues de l'Union soviétique, le champ de mines politiques est soudainement devenu tout aussi dangereux. Il ne fait aucun doute que Hitler avait réveillé un géant endormi, bien qu'il faudrait plusieurs mois avant que les Allemands ne réalisent pleinement l'énormité de la tâche qui leur avait été confiée. Cependant, même au moment de l'invasion, le ministre des Affaires étrangères allemand, von Ribbentrop, a cherché à obtenir l'aide de ses alliés japonais, les exhortant à attaquer la Russie depuis le nord. Mais le Japon était occupé à préparer une offensive majeure contre les États-Unis et a clairement indiqué qu'il attendrait que les Allemands aient au moins capturé Moscou et atteint la rivière Volga avant de se joindre à la bataille contre les Soviétiques. Même ainsi, au fur et à mesure que les semaines de juin passaient, l'armée rouge russe avait bien assez à faire alors que la poussée allemande prenait de l'élan. À ce stade, les Russes étaient encore dans un état de chaos et de désordre, et lorsque la ville de Minsk est tombée le 27 juin, les chars de Hitler étaient déjà au tiers du chemin vers Moscou. Alors que 1941 atteignait son point médian, personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer ensuite. Soudain, pour les Britanniques, les Russes ne se battaient le plus aux côtés des Allemands, et le Winston Churchill, assiégé, était désireux de tendre une branche d'olivier à Joseph Staline. En temps de paix, ils auraient été de part et d'autre de tout argument, mais tout au long de l'histoire, la guerre a toujours fait naître des alliances étranges, et celle-ci ne faisait pas exception. Avec l'aide de Roosevelt depuis les coulisses, Churchill avait fait un très long chemin, mais sans que l'Amérique ne se batte pleinement pour les Alliés, le Premier ministre britannique accueillerait les Russes dans la mêlée, sinon à bras ouverts, du moins avec une acceptation réticente de la situation de la Grande-Bretagne. Churchill était convaincu que détruire Hitler et son régime nazi le plus rapidement possible était vital, et si une alliance avec la Russie rendait cela plus probable, c'est ainsi qu'il procéderait. We know it will be hard. We expect it will be long. We cannot yet see how deliverance will come, or when it will come. But nothing is more certain than that every trace of Hitler's footsteps, every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged, and if need be, blasted from the surface of the earth. L'objectif de Hitler, d'intimider les Britanniques pour qu'ils capitulent, n'a ironiquement servi qu'à renforcer leur détermination et leur position, avec les puissants Russes comme alliés, et alors que le dictateur nazi préparait son prochain coup, les événements dans le théâtre de guerre du Pacifique étaient sur le point de dominer le reste de 1941. Avant la fin de 1941, l'année, Hitler serait en guerre avec les trois grandes puissances mondiales, la Grande-Bretagne, la Russie et les États-Unis, alors que les Japonais se préparaient à changer le cours de l'histoire.